Les coulisses du BIS, c'est le regard des communicants sur l'actualité économique du jour. Et avec nous ce soir, Vincent Debarry. Vous êtes associé chez Dentsu Consulting. Bonsoir. Et Frédéric Fougera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication du groupe Foncia. Et on commence tout de suite, messieurs, avec le projet le plus spectaculaire, probablement mené par l'un des GAFA dans le domaine de la santé. L'information a été révélée par le Wall Street Journal. Google amasse depuis plusieurs mois les données médicales de millions de patients pour mettre au point un logiciel censé améliorer les traitements. Ni les patients ni les médecins n'ont été informés, mais Google assure être dans la légalité. Vincent Debarry, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire ? Ça crée un peu les conditions du doute. Et du coup, c'est pas forcément la nouvelle la plus positive. En fait, je pense qu'il faut la remettre un peu dans son contexte. Je pense que les GAFA s'intéressent depuis très longtemps aux problématiques de santé. Pour une raison simple, je pense que c'est une préoccupation majeure des Français, puis au-delà même de tous les habitants de la planète. Et nous, autant on a la chance de bénéficier d'un système de soins qui est quand même, quoi qu'on en dise, assez performant, autant il y a des pays dans lesquels c'est plus difficile. Donc les GAFA ont pris un certain nombre d'initiatives pour essayer de progresser dans le domaine de la santé. Vous avez cité un certain nombre d'initiatives. Là, on parle de celle de Google. Je pense que ils ont financé des projets avec des laboratoires du type Sanofi & Co. Ils ont racheté récemment Fitbit, qui n'est qu'un bracelet électronique qui permet de donner un certain nombre de données. 2 milliards de dollars. Voilà. C'était en début novembre. Apple fait la même chose, a lancé des applications, a une montre. IBM, qui n'est pas précisément un GAFA, mais mobilise son intelligence artificielle pour finalement aider à la lutte contre le cancer avec Watson. Donc ils y sont. Ce qu'ils apportent, je pense, c'est assez important, c'est que ce sont peut-être pas eux qui l'ont développé, mais ils poussent à la massification des données et à l'analyse et au couplage de la massification des données et de l'intelligence artificielle. La seconde chose, je pense qu'on peut dire, c'est que le contexte américain est un tout petit peu différent du contexte français. La loi n'est pas tout à fait la même. Et là, Google et Ascension sont accusés d'une pratique de ne pas avoir finalement informé et recueilli le consentement des patients. Alors, je ne suis pas juriste, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, à partir du moment où on utilise des données pour progresser dans sa mission de soins, finalement, on peut les transmettre. Et visiblement, Ascension avait la possibilité de le faire. Oui, c'est ça. C'est parce que Google dit que c'est légal. Une loi américaine adoptée en 1996 prévoit que les hôpitaux peuvent partager les informations des patients sans obtenir leur consentement à des partenaires, à condition que ce soit pour les aider à remplir leurs fonctions de soins. Légal donc, mais éthiquement. Frédéric Fougera. En fait, tout est là, tout est dans la question de l'éthique, parce qu'effectivement, ça semble parfaitement légal. Google dit même avoir rendu publique l'information en l'évoquant lors d'une conférence d'investisseurs. Donc pour ceux qui ne savent pas forcément ou qui n'ont pas vécu des conférences d'investisseurs, c'est quand même des spécialistes de la finance qui viennent partager des résultats financiers, qui parlent de choses très techniques, mais c'est en même temps un temps d'obligation de transparence pour les entreprises cotées. Donc effectivement, c'est une information publique partagée, mais quand même dans un cercle d'initiés dans le sens spécialiste de l'information financière. Donc évidemment, à ce niveau-là, il ne semble pas y avoir de problème de légalité ou de non-respect de la réglementation de transparence. Mais effectivement, on est plutôt dans une question d'éthique. Et une question d'éthique, j'allais dire, dans une communication de crise. Là, on est en fait dans le cadre de la gestion d'une communication de crise. C'est souvent bien plus compliqué de gérer une crise qui est liée à l'éthique qu'à un fait dramatique. Parce que l'éthique, soit on la rattache à un fait, c'est pas forcément évident, soit on la rattache à une intention, et là on est plutôt dans le cadre d'une intention. Y avait-il une intention de la part de Google de cacher quelque chose ? Alors il se retrouve dans une situation de justification, donc c'est la situation... C'est une mauvaise position, ça, pour une entreprise. La mauvaise position est la situation la plus difficile pour gérer une crise, mais en réalité, comme le disait Vincent, au regard de la loi américaine, pas de problème. Au regard de la transparence, ils disent l'avoir évoqué. Et puis comme il s'agit d'améliorer le parcours de soins et la santé des Américains, il n'y aurait rien à dire en réalité. Vincent Debarry, ça veut dire que ça pourrait avoir aucune conséquence sur la réputation de Google, sur l'image de Google ? Pour l'instant, ils ne le gèrent pas trop mal. Ils restent dans le cadre légal et ils explicitent les choses.
Moi, je pense qu'il faut rassurer aussi les Français sur le sujet. En France, c'est pas possible. D'accord ? En France, vos données de santé, vous les partagez avec votre médecin. Et il n'y a que lui qui les connaît, et il n'y a que lui qui les traite. Après, même pour un hôpital qui voudrait agréger toutes les données de santé des médecins qui en font partie, ils doivent déposer un projet devant la CNIL, ils doivent recueillir le consentement des patients. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il n'y a pas tant d'hôpitaux que ça qui se sont lancés dans cette démarche. Je veux dire, il y a probablement la PHP, je crois qu'il y a un hôpital à Lille, qui est un CHU de Lille, et puis à Paris, il y a l'hôpital Foch qui engage ces processus, parce que derrière l'enjeu, il est encore une fois dans l'usage massif des données. Aujourd'hui, la recherche médicale souffre. Il ne faut pas oublier le travail de ces chercheurs, il ne faut pas oublier le travail de ces dizaines, voire même de centaines d'associations qui partent tous les jours de façon presque bénévole à la recherche de fonds pour financer des projets de recherche. Et donc, si la massification de données, couplée à l'intelligence artificielle, est une partie de la réponse, je crois qu'il faut dire merci la CNIL, merci l'Europe et le RGPD, et puis allons-y, quoi. Allez, autre géant américain, on change de secteur cette fois. C'est Disney qui lance son offensive dans le streaming avec Disney+. La plateforme est entrée en service aujourd'hui aux États-Unis. Lancement compliqué puisque certains utilisateurs ont rencontré des difficultés pour accéder à leur compte. Disney+ est disponible à partir de 6,99 $ par mois, prix largement inférieur à celui de son concurrent Netflix. Frédéric Fougerat, est-ce que Disney+ sera le fossoyeur de Netflix ? Alors là, je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Et pour revenir sur, juste faire un lien avec le sujet précédent, je pense qu'on est à nouveau dans une communication de crise. Alors aujourd'hui, la crise, elle devait peut-être être gérée par les concurrents, Netflix, Amazon ou Apple, qui voyaient arriver un nouveau guerrier ou un nouveau combattant dans cette guerre du streaming. Et puis finalement, la crise, elle a dû être gérée aujourd'hui par Disney, parce que quelque part, ça fonctionnait pas vraiment. La guerre n'a pas eu lieu. Tous les utilisateurs ont semblé rencontrer beaucoup de difficultés. Et là, il y a eu une nouvelle gestion de crise côté Disney à gérer ce jour de lancement. Et si je peux me permettre, je trouve qu'ils s'y sont extrêmement bien pris, ou en tout cas, c'est tout l'art du storytelling américain ou de Disney, parce que quand on déclare le jour où on lance un tel événement qui ne fonctionne pas, que là je me permets de lire, la demande des consommateurs pour Disney a dépassé nos grandes attentes et nous sommes heureux de cette réaction incroyable. Alors après ils expliquent qu'ils vont faire tout le nécessaire pour tout mettre en ordre. On est en plein dans la com là. Mais là on est en plein dans la com, mais on est en plein dans le Disney, on est en plein dans l'Amérique. En France ça fonctionnerait absolument pas, il serait pas possible. Enfin on aurait peut-être le sentiment qu'on se moque du consommateur, même si on en tient compte et qu'il y a de l'empathie quand même dans leur communication. Mais on est dans l'art du storytelling comme seuls les Américains savent le faire. Vincent Debarry, le patron de Netflix, Reed Hastings, a accueilli son nouvel adversaire assez gracieusement. Il a dit « Il ne nous inquiète pas, nous les admirons. Je vais m'abonner, ils ont des émissions super. » Plutôt fair play. Bien joué. Bien joué. Netflix, c'est quand même juste le numéro 1, 160 millions d'abonnés. Donc, je pense qu'il a un peu d'histoire, il a un peu d'historique. Il sait aussi que probablement on change plus vite ce type d'abonnement qu'on change de banque ou d'assureur. Donc il va falloir faire un petit peu attention. Disney arrive avec quand même un catalogue qui a un peu de profondeur. Les films de Star Wars, Pixar, Marvel, 7500 épisodes de série, dont 30 saisons des Simpsons. Oui. Alors, après, donc, ils ont plein d'atouts, Disney. Enfin, mais ils mettent quand même... ils sortent l'artillerie lourde, quoi. Ils sortent un abonnement, avec la profondeur du catalogue qu'ils ont, ils sortent un abonnement aux alentours de 7 ou 8 euros, enfin, ou 8 $. Enfin, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est quand même le signe d'une forme de respect pour les autres, quoi. Ils ont envie de prendre des parts de marché. Après, il y a 2-3 petites choses qu'il faut quand même... dire, c'est que tout ce catalogue n'est pas disponible. D'ailleurs, il y a un compte Twitter qui est sorti, Not on Disney+, ou quelque chose comme ça, qui liste tous les films qui ne seront pas dans l'offre, d'accord ? Parce que Disney change un peu d'orientation avec ce lancement. Jusqu'à présent, ils distribuaient leurs droits, et donc il y a un certain nombre de chaînes qui ont acquis ces droits, et puis qui les ont pour des films pendant un certain nombre d'années. TF1 a toute la série Star Wars et Lucas,
je crois M6 a les Simpsons. Enfin, il y a un certain nombre de produits qui ne seront pas disponibles. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une réglementation aussi en France et au niveau européen qui lie la diffusion des créations pour les films futurs avec un certain nombre de règles. On ne peut pas diffuser des films avant 37 mois. On peut les diffuser au bout de 18 mois pour les films nouveaux si on a passé un accord avec l'industrie, j'allais dire pharmaceutique, avec l'industrie cinématographique européenne. Et puis, il y a encore une autre condition si on veut les diffuser encore plus rapidement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, la bataille s'annonce. Oui, on est avec des très grands acteurs. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais on va aller vers une concentration. Frédéric Fougera, justement, vous y croyez, vous, à la concentration? Il va y avoir des morts, forcément. Il y a énormément d'acteurs. Netflix, Amazon Prime, Apple Plus TV, bientôt la plateforme d'NBC, de HBO. Oui, il y aura probablement des morts. Forcément, je ne sais pas. Mais il est vrai que Disney dispose d'une réserve de contenu incroyable. Comme le disait Vincent, il y aura un certain nombre de difficultés. Alors, c'est moins le cas aux États-Unis, plus le cas en France et en Europe, quand la plateforme ouvrira en mars du fait des problèmes réglementaires qui viennent d'être évoqués. Mais quand on est un tel producteur et on a autant d'archives de contenu, je ne pense pas qu'on ait beaucoup à s'inquiéter, mais on s'engage dans une bataille, et une bataille n'est jamais gagnée d'avance. Une bataille qu'on suivra évidemment sur BFM Business. Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Fougera, directeur de la communication chez Foncia, et Vincent Debarry, associé chez Dentsu Consulting.